Bonjour à tous. Créer une grande Europe de la donnée, c'est l'ambition d'un projet parfois mal compris, peu connu et qui a essuyé quelques critiques. Je vous propose aujourd'hui que l'on fasse la lumière sur Gaia X grâce à ma grande invitée du jour, Anne-Sophie Taillandier, qui est la directrice de TerraLab de l'Institut Mines Télécom, mais surtout membre fondateur de Gaia X. Ce sera donc sa grande interview dans quelques instants. Et en seconde partie, je proposerai de réécouter notre grand rendez-vous avec le monde du libre, où on parle à la fois de textes européens qui viennent rendre difficile le déploiement de l'open source en Europe, en tout cas en l'état, et on va aussi s'intéresser à un tout nouveau projet de data center en bois, ou comment on peut réaliser des économies d'énergie aussi grâce au logiciel libre. Mais tout de suite, donc, c'est le moment de la grande interview. Anne-Sophie Taillandier est mon invitée dans Smart Tech aujourd'hui. Très heureuse de recevoir Anne-Sophie Taillandier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec nous. Vous allez faire la lumière sur le grand projet Gaia X qui est censé créer un vaste écosystème de données, mais qui s'est attaché aussi à ces questions du cloud souverain. Alors attaché, peut-être que c'est là où on a eu quelques malentendus au départ. On va voir ça ensemble. Je précise que vous êtes la directrice de TerraLab, qui est une plateforme data et IA de l'Institut des Mines Télécom, premier groupe public de grandes écoles d'ingénieurs et de management de France, sous la tutelle du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. TerraLab, c'est une plateforme qui est opérationnelle depuis 2014. Vous arrivez en 2015, pratiquement au début de l'aventure. À ce moment-là, on parlait beaucoup du big data. On ne savait pas quoi faire vraiment de ces données quand on était une entreprise qui collectait comme ça autant de data. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait quoi faire de toutes ces informations numériques que l'on collecte? Alors, on sait quoi faire, c'est peut-être un peu large. En tout cas, on sait beaucoup plus quoi faire. À l'époque, c'était vraiment des entreprises seules qui venaient avec la problématique d'utiliser leurs données, de tester des nouvelles architectures. La donnée transformait aussi un peu les organisations des entreprises. Enfin, il y avait beaucoup de sujets comme cela. Je pense que ça, c'est un petit peu fait maintenant. Et par contre, maintenant, on voit arriver des filières. C'est-à-dire que les champs d'observation nécessaires au développement de nouveaux produits, de nouveaux services, vont engager des données à la fois de sa propre entreprise, mais des données qui peuvent être avant ou après le service, ou en tout cas donner un champ d'observation beaucoup plus large. Et là se posent de nouvelles questions. Ça veut dire que les organisations qui viennent vous voir, TerraLab, pour tester des nouvelles organisations, tester des nouveaux services autour du big data, sont plutôt des grandes entreprises, des grands groupes, des institutions publiques ? Alors, je dirais un peu de tout ça. Ouais. En fait, on a accompagné plus de 85 projets depuis le début de l'existence de TerraLab. Un projet allant de 3 mois pour une petite innovation, 5 ans pour un gros projet de recherche. On a eu à peu près des projets dans tous les domaines, aussi bien en mobilité, en énergie, en santé, en industrie. Et quand je dis une filière, ça peut être un constructeur et ses fournisseurs. Donc, on peut avoir des entreprises plus petites. Alors, c'est vrai que les PME, ça peut être plus difficile pour eux. Les PME, on a des actions... Mais vous arrivez à les accompagner quand même dans leurs projets oui, de les données? PME, alors on est plus sur des aspects, plus tester des IA par exemple, tester des services autour de la donnée pour voir si ça peut apporter quelque chose, soit dans leur réduction de coûts, soit dans les nouveaux services. Donc les PME, c'est peut-être un peu plus visé, mais parfois on a des PME peut-être un peu plus grandes, peut-être un peu plus des ETI qui vont participer dans ces grands projets de filière. Alors justement, aujourd'hui, vous avez prononcé le mot, on ne parle plus tellement de big data. Maintenant, on est passé à la phase intelligence artificielle. C'est un sujet que vous connaissez bien. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui des modèles économiques véritablement construits, solides autour de l'IA? Même question qu'on se posait à l'époque avec le big data d'ailleurs. Alors, l'IA est un mot très vague et très vaste qui contient énormément de choses. Dans l'IA, il y a des services qui existent déjà et qui sont déjà commercialisés. Et puis, il y a des nouveautés, il y a des innovations. Et quand je parlais tout à l'heure des filières de données, et quand on commence à échanger de la donnée, faire circuler de la donnée, la partager, créer un marché, en fait, de la donnée, là, les modèles économiques peuvent être encore un peu en devenir, en tout cas. Et c'est effectivement une zone d'incertitude. Moi, je travaille vraiment dans les phases amont, donc accompagner les entreprises pour expérimenter des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles technologies pour voir ce que pourraient être leurs produits et services dans le futur. Donc on est plutôt sur ce moment-là où les modèles économiques peuvent être encore un peu en construction. Ça fait beaucoup de choses qui sont, je dirais, encore un peu instables, qui font qu'il y a besoin d'une plateforme comme TerraLab qui vient donner un environnement de confiance, neutre, où on va accompagner, on va aller aider et on va permettre de trouver dans l'écosystème
aussi bien des laboratoires de recherche que des entreprises innovantes qui vont pouvoir venir aider sur la partie nouveaux produits ou nouveaux services. Pendant que nous, on va s'occuper plus de la partie, je dirais, infrastructure, accès aux données. Alors, parce que on avait l'impression d'avoir beaucoup d'informations avec le big data, de ne pas savoir au départ vraiment qu'en faire. Aujourd'hui, avec l'IA, la marche semble plus importante. On se dit, finalement, est-ce qu'en France, est-ce qu'en Europe, on a suffisamment de données pour aboutir à des choses intéressantes en matière d'intelligence artificielle? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour passer cette étape de l'apprentissage des algorithmes qui nécessite de collecter énormément d'informations? Alors ça, c'est vraiment un élément clé, la donnée. Et après, on a cette richesse dans l'Europe d'être 27 États membres et on a ce côté un petit peu fédéré, en fait, avec des données qui sont dans différentes entreprises. On n'a pas des géants de la tech, comme on peut avoir dans d'autres pays, qui vont pouvoir avoir un accès à un nombre de données énorme et donc pouvoir être un peu autonome. Nous, on a à la fois cette richesse et cette contrainte d'être plein d'acteurs avec chacun de la donnée. Et donc, pour pouvoir avoir cette masse de données, il faut qu'on puisse évidemment la faire circuler, la partager. Et donc ça, c'est un élément clé qu'on cherche pas à régler, mais à aider dans l'initiative Gaia-X. Oui, donc c'est en fait prendre le problème de la donnée par un autre bout, plutôt que de se dire on va miser sur des géants du numérique que l'on n'a pas, on va créer cet écosystème de données en connectant finalement chaque ressource. Alors ça veut dire installer une architecture hyper sécurisée dans laquelle tous les acteurs vont s'entendre pour partager leurs informations parce qu'elles sont très stratégiques. Oui, c'est ça. En fait, si on veut vouloir faire circuler la donnée, elle peut avoir plus ou moins de valeur. Elle peut avoir de la valeur pour un cas d'usage et encore plus de valeur pour un autre cas d'usage, par exemple. On peut avoir de la donnée très sensible, de la donnée plus ouverte. Et donc, il faut que celui qui a la donnée, il puisse pouvoir la partager dans un environnement de confiance. C'est-à-dire qu'il puisse contrôler finalement l'usage qui va être fait de la donnée, là où ça va être stocké, comment est-ce qu'elle va être utilisée, etc. Donc ça, c'est des conditions. C'est pour ça qu'on est là, on est sur un domaine qui est à la fois technique, parce qu'il faut la partie architecture technique, comme vous disiez, pour pouvoir l'échanger. Mais il y a une partie aussi juridique qui est comment est-ce que je peux finalement juridiquement aussi contrôler l'usage qui va être fait de ma donnée ou l'environnement dans lequel ma donnée va pouvoir se trouver. Et donc c'est à partir de cette ambition, cette problématique aussi de créer un écosystème de la donnée en Europe qu'est né le projet Gaia-X. Oui, voilà, c'est pas du tout, moi, l'histoire que j'avais en tête. Il y a les deux côtés. En fait, l'objectif final, c'est d'avoir ce qu'on appelle des espaces de données. Alors, un espace de données, c'est pas une centralisation des données, mais c'est un espace de données, par exemple, sur l'industrie. Et on va avoir des données sur certains cas d'usage qui vont venir de plein d'acteurs et qui vont pouvoir être utilisés pour ces cas d'usage-là. Et en fait, évidemment, la donnée, on a un peu du mal à la séparer de l'endroit où elle va être stockée, de l'architecture technique, du cloud. Le cloud a une utilisation exponentielle, donc se pose aussi des questions de comment est-ce que moi je peux choisir, quand je suis une entreprise, un service de cloud, comment est-ce que je peux comparer les services de cloud qui existent. Alors, il y a la partie effectivement commerciale, mais il y a aussi la partie technique et il y a la partie sécurité et risque juridique que je prends quand je prends un service X ou Y. Donc, c'est là où Gaia-X entre dans le débat autour du cloud et en particulier du cloud souverain au niveau européen. Oui, voilà. Avant, on avait vraiment deux écosystèmes qui étaient séparés. Vraiment la donnée, les espaces de données, puis la partie cloud. Bon, là, avec le Gaia-X, on cherche à rassembler les deux domaines. Et effectivement, pour certaines données, on a besoin d'avoir des garanties, je dirais, d'immunité par rapport à des lois extraterritoriales non européennes, et de se dire que là, je vais les stocker et on ne pourra pas y accéder d'un pays autre que européen. Et alors c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a un malentendu, non, au départ sur Gaia-X, parce qu'on imaginait que c'était aussi l'initiative qui allait pouvoir porter cette ambition de souveraineté numérique dans le cloud. Or, badaboum, on voit des acteurs américains, les grands GAFAM, faire partie du consortium Gaia-X, également des acteurs importants chinois. On se dit, comment est-ce qu'on peut travailler ce sujet de la souveraineté, créer nos règles sécurisées, protectrices, étanches aux règles extraterritoriales sur la donnée, tout en incluant ces acteurs? Alors ça a été un grand moment dans Gaia-X, dans l'association qui maintenant a plus de 350 membres, de savoir, est-ce que, après les 22 membres fondateurs, 11 Français, 11 Allemands, de savoir comment est-ce qu'on ouvrait l'accès à l'association et aux membres.
Donc il y a déjà quelque chose qu'on a, je dirais, un peu sacralisé, qui est le conseil d'administration de l'association, qui n'est accessible qu'aux entreprises dont le siège social mondial est européen. Donc ça va déjà un petit peu... C'est un premier filtre. Voilà, c'est un premier filtre. Après, on voulait quand même aller chercher des standards, en tout cas pousser des standards et des règles d'interopérabilité entre les services, de portabilité et puis de sécurité. Alors, on avait le problème que... Enfin, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais disons 85% des services sont chez les GAFA ou les Chinois. Ouais. Donc, peut-on faire un standard ou un process d'interopérabilité sans prendre les acteurs majeurs du marché ? On a préféré les prendre en se disant que c'était encore plus fort d'arriver à des règles comme celles qu'on a faites dans Gaia-X avec eux, et que c'était un petit peu compliqué de faire sans eux, alors que c'était les acteurs principaux du marché. Donc, on a quand même réussi à pousser un schéma de label. Donc, ils sont publics, ils sont publiés sur le site de Gaia-X, dans lequel il y a 3 niveaux. Un niveau, le premier, qui est de la transparence. Un second niveau, qui est plutôt un niveau avec un premier niveau de cybersécurité et l'obligation de proposer une option où les données sont stockées et processées en Europe. Et un troisième niveau où là, on a, vous pouvez regarder dans le document, une section qui s'appelle European Control, et dans lequel on va aller mettre le plus haut niveau d'immunité par rapport aux lois extraterritoriales non européennes. Donc là, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir dans ce troisième niveau d'acteurs extra-européens. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous verrez, il y a 4 critères. Et dans ces 4 critères-là, effectivement... Parce que, bon, alors vous allez me dire, c'est ancien, là, ce que je vais vous raconter, mais en novembre 2021, Yann Lechel, qui appartenait à Scaleway, donc un opérateur de cloud européen, était venu nous annoncer, d'ailleurs en avant-première dans Smartech, que Scaleway se retirait de Gaia-X parce que c'était un projet qui était gangréné par les GAFAM et qu'on ne pouvait pas avancer. Alors, c'est un projet dans lequel il est compliqué d'avancer. Enfin, je veux dire, oui, les GAFAM sont là et ils défendent leurs intérêts, qui sont parfois, pas contraires, mais un peu en friction avec les intérêts de Gaia-X. Et oui, ça ne simplifie pas la tâche de les avoir à l'intérieur, mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ça rend le résultat encore plus puissant de l'avoir en les ayant à l'intérieur de l'association. Et comment ça s'est passé sur le niveau 3 qui les exclut totalement ? Ça peut être très tendu à certains moments. Ouais. Ça peut être très tendu. Certains jouent plus ou moins le jeu, mais en global, en fait, oui, c'est des moments de grande discussion dans les groupes de travail où sont définies ces règles. Et alors, je voulais vous parler aussi de cette initiative Euclidia, qui est née un petit peu après Gaia-X, mais comme une réponse, comme un écho différent. En fait, c'est une initiative qui permet de montrer quelles sont aujourd'hui nos technologies 100% européenne dans le cloud. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette alliance, si vous la connaissez un petit peu, mais aujourd'hui, on est à plus d'une centaine, en fait, de technologies 100% européennes mises en avant. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on pourrait faire qu'entre nous ? Ce serait bien qu'on arrive à faire entre nous. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire complètement entre nous. Après, moi, je pense que ces 2 initiatives, Euclidia et Gaia-X, sont complètement complémentaires. Ouais. Ne traitent pas tout à fait du même sujet, en fait. Nous, on est vraiment sur Gaia-X, plus sur ces problématiques de Nutri-Score, en fait, qui vont pouvoir nous faire comparer ces différents services. Moi, je suis une entreprise, j'adorerais avoir la possibilité de me dire, là, je risque ci, là, je risque ça. C'est quand même actuellement un petit peu compliqué. Ouais. Et Euclidia est plus sur la mise en avant, vraiment, pour moi, mais je connais moins bien, de toutes ces technologies européennes. Oui. Donc des ponts seraient possibles, vous nous dites aujourd'hui, entre Gaia-X et Euclidia ? Mais bien sûr. En fait, Gaia-X veut à terme pousser des catalogues, en fait, qui soient décentralisés de services. Si on veut pouvoir aller trouver le service qui correspond à son besoin, en fait, il faut que je puisse accéder à un catalogue dans lequel je puisse comparer les offres. Ouais. L'objectif ultime, un peu pour la partie cloud notamment, c'est celle-ci. Donc, effectivement, toutes les technologies que Euclidia a répertoriées, en fait, pourraient tout à fait faire partie de ce catalogue et du coup d'accéder à un marché beaucoup plus large. Alors, quelle est l'actualité de Gaia-X ? Où en est aujourd'hui le projet ? Vous nous avez parlé des 3 niveaux de sécurité sur les échanges de données et leur hébergement. Quelle est l'étape d'après et jusqu'où ça va ? L'objectif final, finalement. Donc, il y a une partie spécification et règles comme celles qu'on a dans Gaia-X, les labels dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a une partie opérationnalisation. Oui. Donc, l'open source est essentiel dans Gaia-X. Donc, l'objectif est de ce cœur du réacteur de Gaia-X. On a fourni déjà des premières briques en open source
L'étape d'après, ce sera d'aller beaucoup plus loin, d'aller jusqu'à l'échange de données. Pour l'instant, on a fait plutôt des briques au niveau de la présentation et de mettre dans des catalogues tous les services de cloud que l'on pouvait avoir. Et maintenant, on va aller jusqu'à les échanges et la circulation de données. Donc ça, c'est le prochain summit en novembre prochain où on va faire cette démo. Qui aura lieu en Espagne ? À Alicante, a priori, d'après ce que j'ai compris, D'accord. en novembre. Okay. Et l'autre partie, c'est la partie des data space, parce que là, on a parlé de choses très techniques qui sont plutôt dans le fond. Mais tout ça, comme je disais au début, en fait, c'est au service d'espaces de données. Et donc là, il y a aussi des espaces de données qui sont en train de se monter. Il y a des projets qui sont déjà plus ou moins avancés. Il y en a qui sont bien avancés. Et là, en fait, ce sera vraiment de montrer la partie dont on parlait tout à l'heure, du modèle économique et de finalement l'apport que ça peut avoir pour toutes ces filières industrielles, économiques, etc. Parce que si je reprends ce que vous faites chez TerraLab, quels sont ces projets ? Peut-être que vous avez des exemples déjà de projets qui ont abouti, mais qui vont avoir besoin d'aller un peu plus loin et qui vont avoir besoin de ce cadre pour créer cet écosystème au niveau des filières, écosystème de données. Alors nous, déjà au niveau de GaiaX, il y a des projets phares, les Lighthouse Project. Donc par exemple en France, on en a un, c'est EonaX sur la partie mobilité, avec tous les acteurs de la mobilité. Et là, ce sera plutôt la partie mobilité multimodale et je dirais à terme même le ticket unique qu'on rêverait d'avoir quand on part de chez soi et qu'on va à un endroit, et même si on prend un taxi, un train, un avion, le métro, etc. Donc ça, c'est vraiment ce type de cas d'usage. Et là, on voit ce que c'est que l'échange de données, en fait. Quand on est sur le ticket unique, c'est très facile à voir. Et sur TerraLab, c'est pour la question commerciale, parce que... Mais bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Et après, ça pourrait être aussi sur des applis mobiles. J'ai une appli mobile où je peux voir la totalité de mon voyage et pas juste le voyage que je fais chez cet opérateur-là, par exemple. Ouais. Donc ça, ce serait assez puissant et je pense qu'on en rêve tous. C'est pas mal. Après, moi, sur TerraLab, on a des projets actuellement très intéressants en santé. Où pareil, on va aller chercher à... Donc là, c'est sur des maladies cardiovasculaires et la prévention de maladies cardiovasculaires. Donc je dirais plus clinique et plus recherche. Mais là aussi, il y a besoin de pouvoir... Parce que là, on a au niveau français, là, on a un projet, le Health Data Hub, au niveau aussi de la PHP et des hôpitaux plus généralement en France. On est déjà organisé autour de hubs de données. Oui, voilà. Et en fait, ces hubs de données, ils sont très intéressants et ils seront, pour moi, encore plus intéressant si on arrive à les connecter à d'autres, en fait. Parce que GaiaX ne cherche pas à ce que tout soit décentralisé. On peut avoir des initiatives où il y a des centralisations de données ou la création de gros entrepôts de données. Et là, l'idée de GaiaX, c'est de se dire comment est-ce que je peux les connecter à d'autres initiatives sans avoir à tout refaire, en fait. D'accord. Alors, je voulais qu'on passe à cette séquence qui s'appelle l'interview express, pour qu'on apprenne davantage à vous connaître, Anne-Sophie Taillandier. Donc, je vous lance sur un mot très rapidement, vous répondez à titre personnel ou professionnel, c'est comme vous voulez. Quels sont vos rêves ? Oh Oui. Quels sont mes rêves ? Alors, d'un point de vue, j'ai dû parler plus professionnel. C'est compliqué ce que vous me dites, quels sont mes rêves. Pour moi, vraiment, si j'aime bien... de toute façon, ce qui me motive, moi, c'est l'innovation, c'est ce qui est en train d'arriver. Et donc, je pense que... ça fait un peu cliché ce que je dis. Mais bon, dans mon rêve, en fait... c'est compliqué. Vous me collez là. Ah mince. Et alors, peut-être le prochain grand défi du numérique ? Pour moi, là, avec GaiaX, on est vraiment sur des gros défis du numérique. Et on est aussi, pour moi, les gros défis du numérique, ça va être aussi toute la réglementation qui va arriver, le cadrage. La technologie est toujours en avance sur les réglementations et les cadrages qu'on peut avoir sur les utilisations. Et pour moi, la technologie a une vraiment utilité quand elle sert, en fait, un propos, quand elle sert l'humain et quand elle sert un cadre, je dirais, d'intérêt général, etc. Il faut que ça serve les entreprises, mais il faut que ce soit dans un cadre qui soit quand même clair. Et on voit en ce moment... notamment qu'on en a vraiment besoin. Oui. Alors justement, l'autre question, c'est vos peurs. Est-ce que vos peurs portent en particulier sur la conciliation entre créer ces vastes écosystèmes de données, protéger la vie privée, la confidentialité aussi de ces données à titre personnel ? Alors moi, la technologie m'a jamais fait trop peur, parce que je trouve qu'elle est super intéressante et qu'on peut arriver à faire des choses... on voit en santé qu'on peut... les nouveaux traitements, la nouvelle façon d'aborder la maladie, etc. C'est passionnant de voir là où on va pouvoir aller avec les données. Les peurs, c'est que finalement, tous ces travaux
que je trouve très, très important et intéressant puisse être finalement ralenti par de mauvaises utilisations dans d'autres domaines, en fait. Hein. C'est toujours cette partie-là. Et que finalement, dans le grand public, en fait, il puisse y avoir une image très négative à cause de ça. Et que ça ralentisse ces projets que je trouve quand même assez passionnants. Est-ce que selon vous, l'innovation, la recherche peut répondre aux grands enjeux du siècle ? Ah, ça s'appelle le progrès. D'une certaine le technosolutionnisme est pas mal attaqué aussi. Le technosolutionnisme est pas mal attaqué, mais moi j'y crois encore, en fait, même s'il n'est pas... comme tout sujet, il n'est pas unique. En fait, si c'est juste techno, non, ça n'ira nulle part. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Il faut que ces technologies, elles soient au service d'une société, en fait. Et donc ce futur, vous l'imaginez comment ? Plutôt positif ? Moi, je suis d'une nature optimiste, alors je vais vous dire positif. Et dans 5 ans, vous voyez Gaia X où ? À la limite, on n'en parle plus et la chose est rentrée dans le commun, en fait, hein, dans le bien commun, en fait. Merci beaucoup. C'était votre grande interview, Anne-Sophie Taillandier, dans Smart Tech. Je rappelle que vous êtes la directrice de TerraLab de l'Institut Mines Télécom et partenaire fondateur de Gaia X. Merci à tous. On fait une courte pause et puis je vous proposerai de réécouter ce grand rendez-vous autour du monde du libre qui va nous parler de textes censeurs, mais aussi de promesses autour de data centers en bois. Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour cette deuxième partie de l'émission. C'est notre grand rendez-vous avec le monde du libre. Rendez-vous régulier assuré par Jean-Paul Smets. Merci beaucoup Jean-Paul, PDG de RapidSpace. Et aujourd'hui, tu es venu Jean-Paul avec François Tournesac, qui est le cofondateur de Impléon, impliqué dans un projet dont on va parler, Wooden Data Center, un projet donc de data center en bois, comme le titre de cette séquence l'indique. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec des actualités du monde du libre et Jean-Paul, et ensuite on s'intéressera à votre projet. Alors Jean-Paul, 2 grandes actus. Donc la première, qui contracte, j'ai envie de dire, le monde du libre, c'est l'arrivée de nouveaux textes, de lois, des règlements qui instituent des mécanismes qui vont pénaliser directement les logiciels libres en Europe. Et l'autre, la seconde plus positive, eh bien, c'est ton voyage à Prague qui t'a permis de découvrir ces initiatives dans le libre du côté des matériels durables. On va commencer donc avec cette accumulation de lois qui vont contre, tu nous dis, le logiciel libre, en tout cas largement compliquer la vie de cet écosystème. Qu'est-ce qui se passe là, Jean-Paul ? En fait, je ne comprends pas ce qui se passe, parce que quand on va à Prague, on voit des choses extraordinaires. Ouais. Il y a un foisonnement de création, et le libre, c'est des entreprises qui travaillent avec des entreprises et qui font qu'aujourd'hui, en fait, on a une autonomie numérique complète en Europe. C'est génial. Puis après, on rentre et on voit un texte de Thierry Breton qui a été validé par le Parlement le 9 mai 2023 sur la Parlement européen. Oui, la régulation de l'intelligence artificielle. Et que propose ce texte ? D'interdire la publication de certains logiciels libres. C'est-à-dire, l'article 28B dit que tout créateur d'un modèle de fondation pour l'intelligence artificielle, y compris fourni sous forme de logiciel libre, avant de le publier, doit se soumettre à une batterie de tests. Alors déjà, c'est bizarre, parce que les logiciels libres, on commence par les publier pour les développer ensemble. Ça se pose un premier gros problème. Et on ne va pas d'abord demander la permission de travailler ensemble. Et le résultat, on ne le connaît qu'après avoir travaillé ensemble. Mais là, on nous demande de prévoir le résultat d'un travail qui n'a pas été fait avant de publier le logiciel. Et il faut vérifier que ça protège la démocratie, qu'il n'y a pas de biais dans les informations, que ça ne va pas consommer trop de gaz à effet de serre, ni trop de matériaux, qu'on a des mécanismes d'assurance qualité pour tracer du début à la fin du développement du logiciel la conformité avec toutes les lois européennes, que c'est bien dans le registre européen de l'IA, que ça respecte les règles de transparence, que les textes, si on génère des textes, ne vont pas contredire des lois en matière de copyright ou d'autres lois européennes. Donc en fait, on demande à l'auteur du logiciel qui ne l'a pas encore développé, en fait, de cocher toutes les cases des bonnes intentions. Bref, on lui demande de prouver l'impossible, ce qui coûte forcément très cher. Il n'est pas rémunéré. Donc moi, ce que je me dis, c'est une loi pareille avec des projets comme Euleteria, on en avait parlé il y a 2 ans. Euleteria, c'est le OpenAI européen libre. Ça ne peut plus exister. Et donc moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la première fois qu'en Europe, on adopte une telle position qui va à l'encontre, finalement, du développement de logiciels libres ? En fait, c'est ça qui est inquiétant. Si c'était la première fois, on pourrait se dire...
y a quelques personnes qui n'ont pas compris et on peut leur expliquer. Mais c'est la 4e fois, en fait. Au moins. Donc avant, on a eu le Cyber Resilience Act, qui en fait date de septembre 2022, dont on a parlé plus récemment. On a vu des articles de la fondation Python. Et que dit le Cyber Resilience Act? C'est que si vous publiez un logiciel libre et que ce logiciel libre contient une faille de sécurité, vous pouvez avoir une amende de 15 millions d'euros. Alors plus précisément, si vous êtes une entreprise qui publie un logiciel libre, comme Bosch peut le faire, mais comme de nombreuses entreprises, EDF publie des logiciels libres donc sur lesquels ils ne gagnent rien, mais qui servent en fait à alimenter les communautés de recherche sur des questions de conception assistée par ordinateur. Donc vous le publiez, il y a une faille de sécurité, mais ce qui est le pire, c'est que vous le publiez, quelqu'un d'autre l'utilise, en fait un produit commercial, le produit commercial est commercialisé, des gens l'utilisent, il y a une faille de sécurité. Celui qui est responsable de la faille de sécurité, c'est pas celui qui a écrit le logiciel et qui n'a jamais été rémunéré. Non, pardon, c'est celui qui a écrit le logiciel et qui n'a jamais été rémunéré, et non pas celui qui l'a embarqué dans un produit commercial et qui est rémunéré. Et donc, c'est extrêmement injuste. Et la seule chose qu'on propose aux auteurs de logiciels libres, c'est de dire mettez-le dans une fondation. 90% des fondations sont américaines. Donc mettez-le quelque part qui va être soumis en fait au Foreign Intelligence Surveillance Act, aux lois extraterritoriales américaines. Donc là, c'est pas... Le résultat concret, c'est pas qu'on va plus faire l'Etheria, mais c'est qu'en fait, tous les logiciels libres européens venant d'entreprises qui étaient publiés directement, si ces entreprises veulent ne pas subir les conséquences du CRA, il faut qu'elles le transmettent dans des fondations pour la plupart américaines. On perd alors de la souveraineté numérique. Et on a aussi en France des dispositifs équivalents. On a des choses du même genre, mais c'est pas fait exprès. C'est les conséquences de la façon dont ça a été fait. Donc, par exemple... Au lieu de parler de biens publics numériques, qui est le concept de partage du logiciel libre validé par les Nations Unies, la France promeut les communs numériques. Oui. Et les communs numériques, c'est la gouvernance et pas la licence. Donc dans les communs numériques, il y a des choses qui ne sont pas libres. Mais dans les communs numériques, si c'est fait par une entreprise, c'est exclu. Et donc, quand on voit les premiers textes sur les communs numériques qui ont été publiés... Or, il y a des entreprises derrière les logiciels libres. Oui, il y a c'est ce qu'on explique régulièrement dans Smartech. La majorité des logiciels libres en Europe, c'est fait par des petites entreprises. Oui. Mais donc, ils ne sont pas dans les communs numériques. Et donc, la France promeut quelque chose qui... C'est pas que ça les exclut. Dans les faits, ça les exclut. Mais en faisant la promotion d'un certain type de gouvernance... on exclut en fait la majorité de la création. Et si on va plus loin, si on regarde le Secnum Cloud, vous regardez qui est Secnum Cloud aujourd'hui, quelles sont les technologies au cœur des offres Secnum Cloud? Elles sont toutes propriétaires et américaines. Pourtant, on a des technologies libres de cloud, je l'avais nommé OpenSVC, Vates, Linbit, on en a plein en Europe et elles sont utilisées par les GAFAM. Mais elles ne sont pas dans les offres Secnum Cloud parce que, donc j'ai demandé à Alain Garnier qui en Parce que quoi alors, oui? J'ai demandé à Alain Garnier ce qui arrive. Vous prenez un logiciel propriétaire. Tout ce que vous avez à faire, c'est signer un bout de papier, montrer le bout de papier à l'ANSSI. S'il y a ce qu'il faut dans le contrat, vous allez pouvoir passer la qualification. Mais si vous prenez du libre, on vous demande de vérifier chaque commit un par un pour s'assurer qu'il est conforme. Et comme la qualification, c'est chez vous et pas chez votre sous-traitant, si jamais vous sous-traitez, vous faites appel à la communauté, pour que la qualification vaille, il faudrait que vous demandiez à la communauté d'être elle-même qualifiée. Donc c'est tout un système qui fait que vous prenez un logiciel propriétaire, un bout de papier, vous prenez un logiciel libre, un processus infini, infaisable. Alors, quelles conséquences on peut imaginer justement à cette accumulation là, de contraintes, de nouvelles contraintes en Europe? Vous mettez des lois qui coûtent très cher à mettre en œuvre et qui rapportent rien, en gros, les gens partent. C'est basique. Puis pour les créateurs, quand vous empêchez de créer, ils partent aussi. Ils vont se réfugier, c'est généralement des réfugiés politiques, on voit ça en Chine. Donc moi, le cas que je trouve le plus intéressant, c'est Yahoo Japan. Yahoo Japan, c'est le Google japonais. Yahoo Japan, c'est le moteur de recherche préféré des Japonais. Il n'est pas accessible en Europe. Pas parce que le gouvernement français ou l'Europe a censuré Yahoo Japan, mais parce que Yahoo Japan, pour ne pas avoir à payer les coûts qu'ils estiment très élevés du RGPD, parce qu'ils l'ont interprété de façon un peu perfectionniste à la lettre, comme peuvent faire les Japonais, mais ils ont tellement peur de ne pas le respecter qu'ils disent, pour quelques Japonais qui habitent en Europe, c'est plus simple, on bloque la Yahoo Japan, fini. Et donc, ça veut dire que si on veut faire du Yahoo Japan
En Europe, il faut installer un VPN pour faire croire à son PC qu'on est au Japon. Donc ça ressemble vraiment à ce que je fais quand je vais en Chine, où je dois installer un VPN pour continuer à utiliser Google en Chine. Moi, ça me fait penser aussi à Google qui nous annonce que Bard ne sera pas disponible en Europe pour des raisons aussi de contraintes réglementaires, en tout cas pour l'instant. Est-ce que ça veut dire par exemple que GitHub pourrait quitter l'Europe ? Alors on n'en est pas là, mais c'est un risque possible parce que ce qu'il faut voir, c'est que le type de loi qu'on est en train de faire passer en Europe, c'est exactement le même genre que ce qu'il y a eu en Chine il y a 10 ans. En Chine, c'est au nom de l'intérêt du peuple, c'est-à-dire du Parti communiste. En Europe, c'est au nom de l'intérêt de la démocratie, de l'information fiable et toute une série de choses, et souvent aussi de la protection des ayants droit. En fait, la protection des ayants droit conduit aux attaques les plus violentes sur les services en ligne. Donc les raisons ne sont pas les mêmes, mais les faits elles-mêmes. Et donc, il suffit de regarder ce qui se passe en Chine. En Chine, il n'y a pas GitHub. Il y a des services équivalents, et dedans, il y a beaucoup moins de choses. Donc on aura des équivalents avec beaucoup moins de choses. Il y a peu d'opérateurs de cloud en Chine. 3. Mais les équipes de l'opérateur ont accès à GitHub officiellement, parce que dans les réseaux des centres de R&D des opérateurs de cloud chinois, la loi chinoise ne s'applique pas, puisqu'il faut quand même donner l'accès aux technologies étrangères. Elle ne s'applique qu'aux PME. Donc en fait, ça conduit à un monde où vous êtes petit, vous êtes censuré, vous êtes gros, vous ne l'êtes pas. Et quand les gens en ont marre, ils partent. C'est pour ça que nous, par exemple... Mais alors, ils vont partir où ? Ces créateurs de logiciels libres. Ils allaient aux États-Unis ou en Europe. Nous, on a des développeurs chinois qui sont venus comme ça en Europe. Mais je ne sais pas trop où on va pouvoir aller maintenant parce que y a de plus en plus de lois de ce type dans de plus en plus de pays. Moi, ce que je peux voir... le meilleur prédicteur, c'est la Chine. Donc, il faut se préparer à avoir des VPN. Oui. Ça, c'est sûr, parce que ça va devenir invivable en termes de blocage de services ici. Et puis, il faut commencer à essayer d'identifier des pays qui protègent la liberté de créer des logiciels libres. Bon, après, on peut aussi agir encore sur ces textes, qui ne sont pas totalement validés et finalisés. Allez, on passe à l'actualité positive, Jean-Paul. Oui. Conférence donc Open Compute à Prague. Génial, vous êtes revenu super enthousiaste sur toutes ces initiatives du monde du libre autour de la réduction de la consommation d'énergie. Et notre invité, François Tournesac, va pouvoir nous en parler. Oui, Jean-Paul ? Pourquoi c'est génial ? Parce que je suis allé à celle aux États-Unis, à San José, et à celle à Prague. Oui. Aux États-Unis, c'était ennuyeux. Il y avait pas de feeling. Il y avait que des ventes de produits. Enfin, c'était qui avait le plus de gigabits dans son switch ou son serveur, des choses comme ça. À Prague, c'était un déluge de création, toute orientée dans le sens de réduire l'énergie, réduire la matière, réduire la consommation. Il y avait quelque chose de fantastique. On voyait les valeurs européennes. Alors François, vous allez nous parler de ce projet de data center en bois, Wooden Data Center. Comment est-ce qu'on peut construire un data center en bois ? Moi, dès que Jean-Paul m'a parlé de ce projet, ça m'a fait penser à l'incendie chez OVH. Je me suis dit, vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Alors l'incendie chez OVH, on va en parler, c'est intéressant parce que c'est un peu comme la cathédrale de Paris. En fait, quand il y a un incendie, il y a surtout les matériaux métalliques qui vont fondre en premier. Ouais. Et finalement, c'est eux qui vont être les plus sensibles à cette chaleur qui va se dégager aux environs de 1000 degrés, quoi. C'est assez faramineux. Et le bois, finalement, s'il est bien structuré, et il y a des innovations dans ce sens-là, il va être plus solide. Donc le feu, oui. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand il y a un incendie dans un data center, de toute façon, on ne va pas s'attendre à retrouver forcément tout d'une façon identique, c'est évident. Maintenant, il existe quand même des systèmes de protection qui sont très, très intenses. OVH en avait, donc il a pu aussi bénéficier d'un certain nombre de restes. Il faut savoir qu'OVH, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont été chercher des anciens buildings, pour mettre leur data center. Et là, on comprend leur stratégie, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est qu'ils vont chercher, d'une certaine manière, les capacités à réduire leur carbone. Alors, mais pourquoi le bois ? Est-ce qu'on n'a pas d'autres options si on veut bâtir un data center net carbone ?
Alors le bois, finalement, c'est la partie négative du carbone. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on met du béton armé, on va toujours avoir du positif. Et finalement, on va vers cette ascension qu'on nous a dit, que le carbone était en pleine croissance et que finalement, ces gaz à effet de serre allaient influencer sur le climat, ce qui nous fait évidemment assez peur. Oui. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le béton, par exemple, fait une croissance de 150% finalement d'impact carbone sur les data centers, alors que si on le fait la même chose en bois, on va avoir un impact de moins 20%. Et je pense que c'est négatif qu'on va chercher aujourd'hui dans le monde, parce qu'on va essayer de changer le paradigme. Alors après, il reste quand même les serveurs qu'on met à l'intérieur. Alors les serveurs, on ne va pas les faire en bois. Eh oui. Donc comment est-ce qu'on arrive à un bilan neutre pour ce data center? Donc dans les data centers, on parle de PUE. Ouais. Donc c'est le mot. Et finalement, ce PUE, il a pris en compte l'ensemble des coûts carbone du fournisseur de data center. Et donc, on va s'intéresser à sa fabrication. De sa fabrication. Donc, c'est vraiment une vision personnelle, comment gérer au mieux, finalement, ma consommation carbone. Donc, je t'avais dit, OVH, par exemple, il a décidé de se mettre dans des data centers qui sont des anciennes usines, donc de façon à ne pas investir dans un coefficient carbone positif. Donc, et là, sur ce projet, justement, vous avez travaillé aussi sur cette chaîne logistique, parce que là, vous allez bâtir des nouveaux data centers. Donc, on va bâtir des data centers. Donc, il va y avoir plusieurs impacts. D'abord, la fabrication va être locale. Donc, on va utiliser on va avoir moins de transport, puisqu'on va utiliser des bois locaux. On va bénéficier de ces lamellés collés nouveaux qui permettent de construire des immeubles. On en voit un certain nombre fleurir, en France. On a vu à Issy-les-Moulineaux récemment, un en béton, un en bois, et ils font 6, et puis ça va jusqu'à 30 étages, donc c'est assez impressionnant. Donc la nouveauté, c'est lamellé-collé, croisé, qui vont faire la structure, et ensuite on va avoir finalement un accès au bois local, ce qui va nous permettre de construire partout dans le monde, localement, sans avoir des déplacements de bateaux, etc. Et si on regarde un peu plus précisément sur la partie du rack, puisque finalement, on peut aller dans le building, mais on peut aller dans le rack. Sur le rack, on va s'intéresser à, en fait, changer le paradigme des racks qui sont aujourd'hui en acier. Il faut se représenter que les racks en acier des data centers représentent aujourd'hui la même production que toutes les voitures en Allemagne. Donc c'est massif. Impressionnant. C'est massif. Et de ce fait-là, si on transforme toute cette production en bois, on va avoir un impact carbone qui va être gigantesque. Ouais. Et donc là, il y a vraiment un enjeu pour l'Europe, beaucoup plus important que pour les États-Unis, puisque finalement, et comme l'a dit Jean-Paul, finalement, on est dans une situation où les Européens ont plus d'innovation technologique au sein des data centers, puisque finalement, ils ont une pression au niveau du coût de l'énergie, parce que c'est le gaz, ça nous a impacté. Donc ça va créer des innovations et aussi une volonté très farouche de réduire notre consommation carbone, puisqu'on est déjà leader, mais on veut faire mieux que tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un projet open source, matériel mais open source, ce qui veut dire que vous allez bâtir non pas juste un modèle de data center, mais un écosystème autour de ce projet. Tout à fait. Alors je pense que l'Europe est un modèle, malheureusement les lois ont l'air de peut-être arrêter, mais l'open source c'était vraiment un modèle européen, c'est un modèle dans lequel on va pouvoir évoluer. Nous on va travailler dans le projet Wooden Data Center, donc avec Karl, moi-même, sur une notion de plan, de spécification avec une certification et en fait on va aussi pouvoir faire du consulting de façon à pouvoir dire aux acteurs du marché comment faire ce genre, comment s'approprier cette technologie qui peut faire des grands data centers
des data centers, ce qu'on appelle containers, puisqu'ils vont s'adapter un petit peu plus facilement. On voit ça dans le monde de la 5G, puisqu'on va se rapprocher de l'utilisateur. Et puis aussi les racks, qui, eux, vont fleurir, notamment avec les hyperscalers. On attend la nouvelle proposition potentielle, on n'en sait rien, mais de OVH, avec des wooden data centers en rack. Parce que finalement, ils ont fait beaucoup de choses, puisqu'ils ont vraiment tiré leur avantage et créé leur barrière d'entrée par rapport à l'énergie, à OVH. Donc, ils vont sans doute s'intéresser à cette partie-là. On posera la question à Michel Paulin d'OVH Cloud. Merci beaucoup. François Toursac de Wooden Data Center. Merci Jean-Paul Smets à nouveau, PDG de Rapid Space. On termine avec notre regard sur où va le web. Alors aujourd'hui, Eva nous parle de baskets à collectionner sous forme de NFT. Nike lance sa collection de NFT, son nom Air Force One, une référence au modèle emblématique de basket Air Force One. Et oui, après les sneakers réels, place aux baskets numériques. Cette collection, elle est en fait composée de boîtes virtuelles, comme quand vous achetez une paire. Dedans, différents modèles de la paire de basket Nike Air Force One, notamment la F1 basse, un style classique remixé des centaines de fois au fil des années. Chaque boîte ou paire est vendue 19,82 $, un prix qui n'est pas dû au hasard. Là encore, les premières Air Force One ont été commercialisées par Nike il y a 41 ans, soit en 1982. Ces boîtes numériques sont mises en vente sur Point Souche, c'est la plateforme Web3 de Nike, normalement consacrée à la vente d'objets virtuels à destination des avatars, dans le métavers donc. Elle compte à ce jour plus de 300 000 membres. Seuls les inscrits, d'ailleurs, ont accès à la collection NFT. Ces dernières années, un véritable business des baskets s'est mis en place avec une communauté de collectionneurs passionnés. Les marques jouent d'ailleurs le jeu des éditions limitées et modèles rares, notamment pour faire parler d'elles. Pour vous dire, une paire portée par la légende de la NBA, Michael Jordan, a été vendue pour la somme record de 2,2 millions de $, selon la société d'enchères Sotheby's. Alors, l'engouement sera-t-il le même pour les baskets numériques? La question est posée. Et je ne vous pose pas la question, on n'a pas le temps. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space, d'être venu nous décrypter ce monde du logiciel libre et nous parler des embûches sur le chemin. Merci aussi à François Tournesac de nous parler de Wooden Data Center. C'était Smart Tech. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine.